Bienvenue donc dans ce webinaire du cabinet Florian Mention Institut. Tout d'abord, je voulais savoir si vous voyez bien et si vous nous entendez bien. N'hésitez pas à mettre les remarques. Thierry Lefebvre, mon fidèle compatriote, sur ce webinaire va m'aider. Voilà. Ce n'est pas le premier webinaire du Florian Mention Institut. C'est en fait le 12e. Donc, vous avez l'habitude de ce webinaire. Je vais vous présenter le Florian Mention Institut. Pour ce webinaire, eh bien, notre objectif, c'est de ne pas occuper entièrement la scène. Je devrais parler environ 25 minutes pour nous laisser une quinzaine de minutes d'échange. En ce qui concerne Thierry, lui, il suivra plus particulièrement le chat et il pourra intervenir pour me faire part de vos questions pour que ça soit un peu interactif et que ça ne soit pas un cours d'1 heure ou de 40 minutes. Alors, tout d'abord, vous présentez le Florian Mention pour ceux qui ne le connaissent pas, même si vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur ces webinaires qui rencontrent depuis le confinement un vrai succès. Je parle maintenant sous contrôle de Florian qui doit être probablement en train de nous regarder. Donc, Florian Mention a créé ce cabinet il y a 44 ans. Le cœur de l'offre du cabinet, eh bien, c'est l'offre autour du conseil en recrutement, mais je dirais pas que la formation, et d'ailleurs le webinaire d'aujourd'hui est déjà une formation. J'animerai moi-même dans les jours à venir la formation sur la méthode dont je vais vous parler dans quelques instants, le conseil en ressources humaines et également le coaching, puisqu'en ce qui me concerne, je suis coach du cabinet sur la Haute-Garonne. Je vais maintenant me présenter rapidement sans faire un long commentaire de mon CV qui est en ligne. En fait, j'ai moi une triple expérience professionnelle qui explique pourquoi je vous retrouve aussi aujourd'hui sur ce sujet. Tout d'abord, eh bien, j'ai été officier dans l'armée de terre pendant 28 ans, différentes fonctions dans différentes unités, mais j'ai surtout eu l'occasion de former les cadres et les officiers sur cette méthode dont je vais vous parler, la méthode d'élaboration de décision opérationnelle, et aussi, dans mes activités en entreprise pendant une dizaine d'années, de l'utiliser. Je l'ai en particulier utilisé dans la gestion de crise en 2009 au sein d'une cellule de crise d'une grande entreprise. Et aujourd'hui, je suis consultant, coach et formateur en management opérationnel au sein du cabinet. Assez parlé de moi, je vais donner la parole à celui que vous ne verrez pas et qui va se présenter. Donc, je passe la parole à Thierry pour un peu nous dire qui il est. Bon, merci Claude, moi je suis ravi d'être ton assistant aujourd'hui et je suis aussi ravi de vous savoir très nombreux derrière l'écran, environ 300, tout en vous espérant bien sûr en bonne santé. Alors pour me présenter, retenons que je suis moi-même un ancien militaire d'infanterie qui s'est reconverti dans le privé après quelques 35 années d'armée comme officier supérieur. Breveté instructeur commando et parachutiste, j'ai notamment été instructeur à Saint-Cyr, j'ai commandé à Berlin durant la guerre froide et j'ai été directeur de communication de généraux qui allaient devenir soit commandant de toutes les écoles de formation de l'armée de terre ou encore gouverneur militaire de Paris, voire chef d'état-major de l'armée de terre. Et je salue volontiers ces grands managers, tout comme je souhaite en ton nom, en mon nom, en tout le nom des grands napoléoniens, et je salue le président du souvenir napoléonien 34, Gérald Mongin, l'empereur, pour qui nous fêtons aujourd'hui, en tout cas pour qui nous honorons aujourd'hui, il y a 199 ans, le décès sur l'île de Sainte-Hélène. Alors en ce qui me concerne, pour revenir à moi, armé de ces expériences plurielles, je me suis tout naturellement dirigé dans le privé vers l'ingénierie pédagogique et vers les ressources humaines. Ce sont mes passions et ça continue d'être mon métier, notamment auprès du Florian Mention Institut, et ça depuis maintenant 12 ans. Enfin, j'aime transmettre le plus possible ce que tu viens de dire, nos propres process d'état-major, car je les trouve inspirants et transférables, accessibles pour l'entreprise. Et c'est précisément, comme tu l'as dit, l'un d'entre eux que nous allons développer ce matin. J'en profite également pour préciser qu'avec des anciens militaires, nous avons créé une association d'aide à la reconversion de tout personnel de la défense et qui intervient bénévolement
partout en France. Cette association s'appelle Implication et fait un travail remarquable d'accompagnement professionnel. Je salue donc cette fois Jean-Michel, Hubert, Didier, et tutti quanti, mais aussi les représentants d'associations de ce type présents sur le webinar, et je pense tout particulièrement, en voyant son nom, à Marc Delaunay. J'ajoute un point, je le répète, comme tu l'as dit également, ma mission durant une heure est de relever parmi vos interventions les observations, les commentaires, les questions, afin de les soumettre à notre conférencier. N'hésitez pas non plus à rendre interactif ce chat en vous-même afin d'enrichir la discussion. Voilà, Claude, j'ai pris mon temps de parole, je te cède le micro. À tout de suite, j'interviens en tant que de besoin et pour lancer le débat, permets-moi de te shipper une citation de notre ami Sun Tzu. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Merci, à tout de Thierry. suite. Merci Thierry. Je vous rassure, ce webinaire ne sera pas un cours d'histoire militaire, même si de temps en temps il y aura quelques références, puisque le but, c'est bien de vous montrer comment les entreprises peuvent s'inspirer des militaires et de leurs méthodes pour préparer leur reprise. Et à cet effet, je veux vous parler de leur méthode opérationnelle, justement, pour planifier les opérations, qui est complètement applicable au monde de l'entreprise, comme je l'ai fait il y a une dizaine d'années, cette méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle tactique. Alors, tactique, ça veut dire appliquer aux problématiques de terrain. Et nous allons maintenant expliquer un peu quelles sont les analogies entre ces deux mondes. Vous pourriez vous dire, encore un effet de mode, les militaires qui viennent de nous parler de leur méthode, en quoi est-ce applicable à l'entreprise et en particulier à la PME. Examinons un peu les différentes analogies entre ces deux mondes, en apparence si différents, mais qui ont pas mal de parallèles. D'abord, des structures comparables. Nous avons d'un côté des équipes, militaires ou civiles, de taille plus ou moins importante, et il y a systématiquement un dirigeant. On va l'appeler chef militaire dans l'organisation militaire. Dans l'entreprise, on va l'appeler le dirigeant, le PDG, le CEO. Et donc, il y a cette fonction de direction sur laquelle nous reviendrons. Et ce lien entre le dirigeant et son équipe. Deuxième point, des équipes systématiquement pluridisciplinaires. En effet, pluridisciplinaires avec les ressources humaines, l'exploitation, les opérations pour les militaires, la fonction finance, la fonction qualité, ce qui justifie le besoin de coordination, d'où l'intérêt d'avoir une méthode pour se coordonner avec ces nombreux experts et pour ne pas perdre de temps. Ces deux organisations ont une préoccupation commune, savoir pour bien décider, pour préparer la reprise d'activité, son évolution. Est-ce qu'on va réinventer les produits, les services, ou est-ce qu'on va faire comme avant? C'est une question de fond, et là, c'est une question de stratégie. Est-ce qu'on va s'adapter à la concurrence? Quelles sont les attentes du marché? Donc, savoir pour s'organiser. Et donc, c'est une préoccupation commune pour ces deux organisations. Ensuite, au moment où va venir le temps de prendre la décision, il est intéressant d'avoir des critères de décision pour étudier au crible de ces critères les différentes options possibles. Ces critères, les militaires ont souvent parlé des critères, des principes de l'art de la guerre, on pourra y revenir. Ces critères, sont les suivants. Le coût, bien entendu, le coût humain, le coût financier, le coût en termes d'image, attention à la communication, et ceci fera partie de l'étude de notre entreprise, mais aussi la rapidité possible de l'action, la surprise, est-ce que la PME va se lancer vers un nouveau service? Et là, je pense par exemple aux entreprises qui sont dans la prestation de nettoyage industriel. Aujourd'hui, est-ce qu'on va faire comme hier, simplement nettoyer les locaux, ou est-ce qu'on va les désinfecter? Donc, il y a des nouveaux services qui peuvent se créer. Il est intéressant de penser et d'adapter son offre avant de reprendre. Ensuite, il y a la réversibilité. On a tous à l'esprit que la pandémie n'est pas terminée. Elle ne le sera pas le 11 mai. Comment l'entreprise doit se préparer à une éventuelle deuxième vague? Quelles sont les mesures de précaution? Quelles sont les mesures d'anticipation? L'achat de stocks de pays? Tout un certain nombre de paramètres à étudier qui vont rentrer dans la prise de décision. Enfin, dernier point, vous pourriez me dire, elles ont des finalités différentes. Néanmoins, les militaires, l'entreprise,
eh bien, elle mène une guerre, on en a encore entendu parler il y a quelques semaines, pour un objectif assez similaire, survivre pour se développer. Et donc, cet objectif assez similaire, assez comparable, il est mené dans des environnements certes différents, mais comparables. Il y a le marché, il y a les concurrents, pour les militaires, les adversaires, il y a les partenaires, pour les militaires, les alliés, il y a le terrain de vente, et donc des environnements assez comparables. Voilà un petit peu pour cette approche des analogies entre ces deux organisations. Un élément aussi qui rapproche ces organisations, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne décide plus seul. Même si, je dirais, Alexandre pouvait décider seul, éventuellement avec un ou deux généraux, au cours de l'histoire, les grands chefs militaires et également les grands entrepreneurs se sont progressivement entourés de conseillers ou de coordonnateurs. Napoléon et son fidèle Berthier, von Moltke, le Prussien, avec son état-major face à la France, qui a eu une structure d'état-major de CODIR vraiment moderne, qui a permis à l'armée prussienne de l'emporter dans les conditions dont sont elles. Et aujourd'hui, nous avons les centres opérationnels modernes pour les militaires, mais pas que. Les comités de direction, les groupes projets, les cellules de crise, etc. À chaque fois, nous retrouvons ce collectif pour permettre aux chefs de décider et surtout de rester au bon niveau, de ne pas, je dirais, s'enferrer dans la tactique, dans le niveau terrain. Donc c'est un élément sur lequel on reviendra. Ce collectif permet aux dirigeants de rester au bon endroit et au bon moment. Ces équipes, elles sont aussi plurielles, elles sont transverses, elles sont multi-qualifications. Il y a de nombreux experts, que ce soit chez les militaires comme au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, les juristes, dans la phase de reprise, vont prendre un rôle déterminant pour permettre aux dirigeants de bien mesurer l'impact de l'évolution du droit du travail. Je pense en particulier au télétravail, à l'évolution des droits au congé. Mais il y a aussi, on le voit sur cette diapositive, tout un certain nombre de cellules qui vont pouvoir apporter leur contribution. Au sein des armées, on l'appelle des bureaux. Il y a le premier bureau qui s'occupe de la fonction ressources humaines, le deuxième de renseignement, mais c'est que fait le marketing si ce n'est du renseignement, et ainsi de suite. Il y a donc dans les deux cas la nécessité d'une équipe transverse, pluridisciplinaire, pour répondre au mieux aux besoins du dirigeant, qui a, lui, besoin d'avoir une vision globale. Il y a un rôle qui n'est pas à omettre ou à sous-évaluer. C'est celui que j'ai mis ici comme sec, qui est en fait le secrétariat et le secrétariat général. Dans l'armée, on les appelle le chef d'état-major. C'est celui qui va coordonner toutes ces cellules pour régler le tempo, pour régler les horaires, pour permettre d'être au rendez-vous dans les différentes décisions, réunions décisionnelles. Combien de réunions ne sont pas préparées dans l'entreprise, vous le savez bien, qu'elles soient petites ou grandes. Et donc, ce chef d'état-major, lui, il va être orienté sur cette fonction de régulation, de coordination. Encore une fois, analogie entre la structure civile et la structure militaire. Alors, les caractéristiques de cette méthode, la méthode d'élaboration. D'abord, c'est une méthode qui vise à faciliter la préparation et surtout avec un processus clair. Elle vise à rythmer avec des phases de réflexion de l'équipe projet, de restitution à son dirigeant pour que celui-ci puisse prendre les décisions et ensuite mise en œuvre des décisions par l'équipe. Organiser le travail, eh bien, c'est organiser ce que nous appelons, ce qu'ils appellent dans l'armée, le dialogue de commandement, qui existe aussi bien entendu dans l'entreprise. Le dirigeant va orienter son équipe, on y reviendra, par rapport à la stratégie qu'il va décider en reprise. Va-t-il s'orienter vers de nouveaux produits? Va-t-il prendre de nouveaux risques, en particulier avec sa trésorerie? Va-t-il aller vers d'autres secteurs d'activité? On le voit aujourd'hui avec nombre d'entreprises qui, pour assurer leur survie économique pendant la reprise, se sont orientées vers la réalisation de masques de protection. Donc, il est important d'avoir ce lien permanent et cette organisation de la réflexion entre le dirigeant et son équipe. Cette méthode, elle permet aussi de prendre en compte tous les paramètres de la décision. On les a évoqués. Les paramètres humains et en premier lieu les collaborateurs. Dans quelle situation se trouvent-ils pour certains 2 mois après avoir quitté l'entreprise? Est-ce qu'on a maintenu le lien avec eux? Aura-t-on besoin de reprendre une formation avant de les remettre en selle, si je puis dire? Quelle communication? Comment assurer ce qui, pour les militaires, est un élément essentiel de l'action, la cohésion?
la vision, le partage de la volonté et du sens. Il y a tout un certain nombre d'actions qui peuvent être réfléchies à ce stade pour me permettre, dès le premier jour, de bien se relancer. Je pense en effet que le premier jour de reprise est essentiel dans les organisations pour remettre le lien. Enfin, il y a d'autres éléments, les éléments réglementaires, les attentes du marché, les capacités des fournisseurs, les délais, une reprise quand, sur quel rythme, etc. Enfin, cette méthode est courte et simple à utiliser entre des acteurs qui la connaissent bien et qui la maîtrisent. Les termes que j'utilise, vous le voyez, ne sont pas des termes militaires, ce sont des termes de l'entreprise. Il y a de nombreux ouvrages qui ont été rédigés ces dernières années, et là, il y a une mode, il y a une véritable attente sur les analogies entre les méthodes militaires et les méthodes de management. De nombreuses écoles de commerce enseignent ces méthodes. Donc voilà les caractéristiques de cette méthode qui expliquent qu'elle soit opérationnelle et adaptée aux réalités du terrain. Cette méthode est décomposée en 2 phases principales et une phase préalable. Alors bien entendu, elle est souple, elle s'adapte à votre réalité, à votre problématique, mais il s'agit d'assurer la coordination. Phase préalable, eh bien, c'est en fait l'étude du cadre général, une étude rapide pour répondre à la question de quoi s'agit-il, pour permettre à l'ensemble de l'équipe projet et aux dirigeants d'avoir une première idée de la problématique. Quel est le cadre général, économique, politique de notre entreprise par rapport à l'État, à ses décisions, aux enjeux? Quelles sont les aides qui ont été données? Quelle est l'intention de l'échelon supérieur? Pour un militaire, c'est essentiel, et pour une agence, c'est aussi important. Quelle est l'intention de notre entreprise qui a plusieurs agences? Quelle est l'intention de notre grand groupe? Est-elle d'aller rapidement, d'aller avec progressivité, d'aller sur de nouveaux enjeux? Donc voilà, première question qui s'est posée. Autre question sur notre concurrence, une rapide étude sur les autres parties concernées, sur la situation générale. Quelle est la situation générale de la pandémie? Est-elle complètement éradiquée? Y a-t-il un risque? Quelles sont les menaces sur notre reprise d'activité par rapport à nos collaborateurs, à notre force de vente, à nos commerciaux? Y a-t-il d'autres risques que la pandémie? On parle du risque sanitaire, mais le risque financier. On voit que la situation économique est incertaine. Comment l'entreprise peut l'intégrer avec ses banquiers, avec ses fournisseurs, en négociant éventuellement des délais de paiement? Tout ça est à intégrer en première approche dès maintenant, pour arriver à une orientation initiale du dirigeant. Et là, on voit se mettre en place le dialogue de commandement. Le dirigeant va donner les premières orientations à son équipe. Je préfère dans un premier temps une progressivité ou non, etc. Quelles sont les premières conclusions de l'équipe? Quel sera le rythme possible? Quelles sont les actions préalables? Avant de remettre sur le marché nos produits, quelles sont les actions préalables? Désinfection des ateliers, relier le lien avec nos clients. Comment? Quand? Relier le lien éventuellement avec vos fournisseurs. Sont-ils toujours en mesure de nous livrer? Y a-t-il des fournisseurs alternatifs à chercher? Donc on voit du concret pour planter le décor. Le décor étant planté, nous pouvons passer à la deuxième partie, à la deuxième phase qui est l'étude de la phase analyse et synthèse de la mission, qui est la mission de la reprise. Il s'agit de répondre en fait aux questions pourquoi et pourquoi reprendre. C'est en fait le but de notre action qui est fixé, le but de cette action, et le quoi sera l'étude de la lettre de la mission. Je veux reprendre mon activité pour telle date. Quelles seront les tâches à décliner? Et donc, vont se mettre en place une sorte de checklist de l'ensemble des actions devant être déclinées et aussi une ébauche de répartition, j'allais dire, des missions, ou en tout cas des tâches, pour pouvoir arriver à des directives opérationnelles concrètes, pouvant être déclinées dans des plans. On parlera en particulier du plan de reprise de l'activité. Après avoir fait cette première partie, pour avoir répondu à ces 2 questions clés, le pourquoi et le quoi, qui est en fait l'étude de la partie mission, nous allons continuer l'étude de l'environnement et l'étude des paramètres, l'étude du quand, des délais.
Quand devons-nous intervenir? À partir de quand? Quels seront les principaux éléments pour nous permettre? Y aura-t-il un préavis? Voilà pour le quand. En ce qui concerne le où, eh bien, c'est en fait l'étude de l'environnement. Alors, l'environnement physique, est-ce que la pandémie est encore, y a-t-il encore des zones sur le territoire qui vont être, je dirais, inaccessibles à nos commerciaux ou qui vont nécessiter des mesures particulières? Peut-être que dans le sud-ouest ou dans les départements classés en vert, il n'y aura pas nécessité d'équiper nos commerciaux avec des EPI, alors que dans l'est de la France ou dans d'autres régions qui le seront encore en phase contaminée ou en phase de restriction, il sera nécessaire. Et donc, il sera nécessaire d'adapter notre exploitation. L'étude de l'environnement, c'est aussi l'étude d'un certain nombre de facteurs sur la circulation de nos produits, sur les limitations d'accès dans certaines zones. Donc, un ensemble de paramètres sur ce sujet. Étudions maintenant la question avec qui, avec quoi. Eh ben, c'est la question, il s'agit de répondre à cette question, avec quels moyens humains et matériels je vais pouvoir agir. Y a-t-il des équipements à racheter, des installations à réaménager? Quel est l'état de nos collaborateurs? Quelles sont leurs attentes, en particulier par rapport au télétravail? Donc, tout un travail d'étude avec notre département ressources humaines qui fera une veille juridique sur ce sujet. Par rapport aussi à nos fournisseurs. Sont-ils prêts à contribuer ou du moins à nous accepter des délais de paiement? Il faudra définir peut-être des fournisseurs dits stratégiques sur lesquels on ne pourra pas négocier de ces délais. On voit en ce moment d'ailleurs tout le climat économique avec ses grands comptes par rapport à leurs fournisseurs. Je pense à une entreprise aéronautique et à son dialogue avec ses fournisseurs. Quel va être le dialogue que mon entreprise va pouvoir mener avec les fournisseurs pour entretenir ce climat de confiance? Donc, relier le lien. Contre quoi? Eh bien, c'est qui, quoi peut s'opposer d'une manière ou d'une autre à ma reprise. On a parlé de nos concurrents, vont-ils créer de nouveaux services? On a parlé d'autres acteurs. Je ne veux pas parler de contre notre reprise, mais quel va être le dialogue social à la fois en France et localement avec mes instances représentatives par rapport à cette question? Comment les informer en amont pour justement bien les associer au projet et pour prendre aussi leur retour d'expérience, leur connaissance du terrain sur les actions à mener. Donc, au moment où l'entreprise est en train de planifier sa reprise, il peut être intéressant de se poser la question de comment dialoguer avec les collaborateurs, au moins les préalerter pour les préparer. Ceci va nous amener à une première décision de l'autorité qui sera la définition, je dirais, de ce que nous appelons dans le domaine militaire un effet majeur, c'est-à-dire un objectif à atteindre pour être sûr de remplir la mission. Il pourrait être, par exemple, je veux reprendre mon activité en développant de nouveaux services pour le 11 mai ou pour le 20 mai. Focaliser sur cet objectif atteint dans les délais prescrits par l'autorité, bien entendu avec la contribution de son équipe, l'entreprise pourra se mettre en mouvement avec ce sens qui sera donné aux équipes. C'est très important pour la reprise. La deuxième et dernière phase sera la phase d'élaboration des options et du choix de cette option. Dans ce domaine-là, l'équipe de reprise va pouvoir étudier les modes d'action possibles ou les options possibles de nos concurrents, surtout si localement ils sont bien identifiés, avec le mode d'action le plus probable et le mode d'action le plus dangereux pour le et s'y adapter. On y reviendra. Dans le domaine des modes d'action ou des actions possibles de l'entreprise, beaucoup de choses. On pourra élaborer 2 modes d'action, 2 options nettement différenciées sur la manière de reprendre et à chaque fois étudier les risques et les opportunités et en dégager toujours des tâches, des mesures de précaution, des impératifs à se fixer, en particulier sur le domaine de la communication, de la réversibilité, etc. Ceci étant fait, l'entreprise va comparer avec son équipe, va comparer ses options avec les critères de sélection dont on a parlé tout à l'heure. L'économie des moyens, la simplicité, la réversibilité, la rapidité. Ces critères devront être validés
par le dirigeant de l'entreprise. Ils correspondent à sa vision stratégique de sa reprise. Il les aura donc validés et son équipe projet pourra les utiliser pour comparer les modes d'action, d'action de son entreprise et donc les améliorer. Ensuite, il sera possible de confronter les deux options de l'entreprise, les deux options des adversaires ou des opposants ou des concurrents pour voir à chaque fois les risques et les opportunités qui vont jaillir de cette confrontation. Le but étant en fait d'améliorer et de rendre l'option, la manière de reprendre la plus opérationnelle, la plus efficace et faisant face à l'ensemble des risques de l'entreprise. Souci d'anticipation, souci de gestion des risques. Finalement, le dirigeant, appuyé par son équipe avec ce travail de réflexion, de préparation de sa décision, pourra prendre une option, la choisir, mais surtout l'améliorer pour prendre en compte certains des éléments et être le plus exhaustif possible dans cette reprise sans prendre de risques inutiles. Viendra ensuite le temps de rédaction des plans. Ce devra être des plans opérationnels. Alors, nous parlons de plans de reprise d'activité. J'y reviendrai dans la formation que je vais mener sur cette méthode, puisque le but, c'est pas simplement de réfléchir au sein de l'équipe, bien de sortir des documents opérationnels. Donc, le plan de reprise de l'activité, le document unique qui devra être révisé à l'aune de l'étude des différents risques nouveaux pour la santé des collaborateurs en particulier. Voilà. Claude, juste un instant, oui. Il m'a demandé de poser des questions. Oui, je les relève. Nous l'avons prévu avec Claude à la fin de son commentaire sur les diapositives. Voilà, j'ai relevé toutes vos questions, j'y suis attentif. Ça va venir. Merci. Alors, les éléments clés de cette méthode. Le dialogue de commandement, je ne vais pas trop y revenir, mais il est permanent, il est itératif, c'est-à-dire à différentes phases. On va progresser collectivement, et ce terme collectivement est important puisque pour moi et pour ceux qui l'utilisent au sein de différentes organisations, c'est bien une méthode d'intelligence collective. Cette liberté d'action du dirigeant est essentielle pour lui permettre de rester au bon niveau sans faire de micromanagement et de rester focalisé sur sa stratégique. Quels sont les risques qu'il consent à prendre en termes de stratégie en particulier, mais en termes de trésorerie? Quelles opportunités veut-il saisir? La créativité de son équipe, eh bien, elle est possible grâce à ce mandat, à cette direction donnée et également à ce partage de cette vision et de ce projet. En conclusion, c'est donc une méthode qui permet de prendre l'ensemble des paramètres de l'action, l'évolution du droit du travail, les facteurs humains, les décisions gouvernementales, toutes celles qu'on a évoquées. Elle est focalisée sur la gestion permanente du risque, en particulier du risque de reprise de pandémie. Quelles seront les mesures de précaution? Puisque au sein de l'entreprise, il est nécessaire de préparer dès à présent, on voit bien la difficulté d'achat des EPI. Elle est tournée vers ce souci d'anticipation, les nouveaux besoins des clients, du marché, nouvelles attentes. Quelles sont les actions à entreprendre dès maintenant? C'est une méthode qui est bien entendu applicable à la gestion de crise, à la préparation de la reprise, mais aussi à d'autres projets stratégiques pour l'entreprise, réorganisation de celle-ci, déménagement de son siège, lancement de nouveaux produits, transformation majeure. C'est en fait un véritable couteau suisse, facile à utiliser et extrêmement opérationnel, tourné vers le terrain opérationnel de l'entreprise. Voilà. Merci. Donc pour cette conclusion. Je terminerai par cette phrase qui termine en fait sur l'esprit de cette méthode. C'est le collectif avant tout qui prime, puisque seul nous n'arrivons à rien, comme le dit Nelson Mandela. Je vous remercie de votre attention et puis Thierry, avec plaisir pour répondre aux questions. Oui, ne donne pas le sentiment que le webinaire est fini. Au contraire, tu l'as ainsi, tu voulais dérouler tes slides et ça a permis effectivement quelques échanges dont je souhaite te faire part. La première impression, c'est que quelqu'un souligne que après, il constate, je ne sais pas si c'est un reproche, il nous dit, après les analogies sportives de haut niveau, voilà les analogies des militaires. Qui en a la primauté? Est-ce que tu as un sentiment là-dessus? Moi, je crois que s'il y a des convergences d'analogies, c'est qu'il y a quelque part une vérité commune. De ton côté? Alors, de mon côté, eh bien, en fait,
c'est plutôt le monde de l'entreprise qui a influencé les militaires. Ces méthodes dont on parle, elles ont été largement initiées par les Américains à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale et souvent, les grands généraux américains étaient des hommes d'entreprise, des hommes de l'entreprise qui ont impulsé cette méthode ou cette approche rationnelle venant de l'entreprise des problématiques militaires. Le débarquement de la Seconde Guerre mondiale n'est rien qu'une grande entreprise industrielle à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un grand théâtre d'opération. Donc, je veux dire qu'en fait, c'est plutôt le monde de l'entreprise qui a influencé le monde des militaires pour, je dirais, mener ces réflexions. Et aujourd'hui encore, le monde des entreprises influence le monde des militaires. J'en prends pour compte la prise en compte de toute la question de l'intelligence artificielle pour l'intégrer dans ce type de réflexion. Donc, pour résumer, ce ne sont pas les militaires qui ont influencé l'entreprise ou qui essaient de le faire, c'est plutôt l'inverse en quelque sorte, c'est-à-dire les gens ou les personnes de l'entreprise qui sont venus influencer les militaires et en particulier à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Une autre question, elle vient de Fadela qui dit « Ok, c'est bien beau tout ça, mais le manager est quelquefois isolé, seul. Ça vaut pour celui qui n'a pas de salarié ou qui n'a que des vacataires. Alors, sur qui, auprès de qui, avec quoi? Et est-ce que cette méthode peut lui être utile ?» C'est une excellente question parce que j'ai parlé en permanence du collectif par rapport à une équipe, mais je pense qu'il est intéressant aussi d'avoir, pour le dirigeant, même si c'est un dirigeant indépendant qui est seul, une méthode en fil conducteur qui lui permette justement, en la suivant, de rythmer la progression de sa réflexion sans rien oublier. Ça serait en quelque sorte une checklist de sa réflexion avec les différentes étapes à mener pour ne rien oublier et pour se reboucler, pour vérifier qu'il n'a pas oublié un paramètre de sa réflexion. Donc une méthode certes pour le collectif, mais aussi applicable au dirigeant lorsqu'il est seul. Alors, il y a beaucoup d'intérêt autour de la terminologie. Certains y voient effectivement une méthode, d'autres, ça leur fait penser à une démarche projet, comme pour Marie. Certains y discernent également un PRA ou un PCA. Est-ce que tout ça, c'est similaire? Je dirais que tout ça, ça participe de la même logique, qui est de se donner une approche la plus rationnelle possible pour ne pas se fier à la seule intuition. Les mots ont certes de l'importance, mais avant tout, c'est la dynamique de réflexion. Donc tout ça, c'est effectivement une méthode d'analyse de gestion de projet, c'est un ensemble de termes, mais que j'ai voulu, en l'adaptant, puisqu'elle est adaptée dans ses réflexions, la rendre la plus lisible pour qu'elle soit utilisable par un dirigeant, par un manager qui a un groupe projet à sa problématique, sans finalement se poser la question d'où elle vient. C'est une checklist, une méthode qui vous permet de progresser vers le but à obtenir dans un cadre espaçant bien fixé. On va aborder la dimension psychologique. Comment les militaires se préparent-ils d'une manière générale, sans rentrer dans les détails? Ça serait effectivement très très complexe. Et une question qui est connexe, posée par Chaféa, comment gérer les cas des salariés qui ont peur, alors on sait que ce climat est anxiogène, qui ont peur de reprendre l'activité? Est-ce qu'il y a des process d'accompagnement psychologique? Eh bien, en fait, pour éviter la peur de l'inconnu, les militaires, comment font-ils? Eh bien, d'une part, ils renforcent un lien permanent entre les managers, les officiers, les sous-officiers et leurs subordonnés, ceux qui sont avec eux sur le terrain, parce qu'on n'est pas séparés, par une communication permanente. Et donc, pour répondre à cette légitime inquiétude, comment éviter l'inquiétude du jour d'après? Eh bien, c'est de communiquer avant la reprise, d'envoyer un certain nombre d'éléments pour leur dire, voilà, nous étudions la reprise avec l'équipe envisagée à telle période pour renouer le lien. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est peut-être le jour de la reprise, d'organiser, si c'est possible, une sorte d'événement pour avoir le plaisir de se retrouver ensemble, avec les règles de distanciation sanitaire, bien entendu, pour partager ce vécu collectif. Il y a besoin d'exprimer cette frustration, cette inquiétude qu'on a eue, cet isolement pendant des semaines, et de créer un événement pour permettre à tout le monde de s'exprimer, peut-être intéressant dans le cadre de la mobilisation. Donc les militaires s'y préparent en communiquant, en travaillant sur la cohésion, on vient d'en parler, pour avoir une équipe qui ne part pas dans l'inconnu,
qui part en connaissant le sens et en sachant les étapes. Voilà un petit peu, je ne vais pas dire quelques éléments, mais quelques informations, pas de recette, puisqu'il n'y a pas de recette, tout doit être adapté à la situation locale. Autre question qui traite plutôt du caractère apparemment figé de cette méthode. Deux questions. La première, c'est comment donner mandat à son équipe, et ça c'est David qui nous la pose, comment donner mandat à son équipe et garder en même temps l'indépendance du dirigeant. Et l'autre question, si tout est planifié aussi précisément à ce point, quelle est la liberté de manœuvre qui permettra de se réajuster? Est-ce que c'est par voie hiérarchique ou par voie autonome? Alors, pour la première question, eh bien, c'est le terme de confiance. Le dirigeant, il doit avoir et il a confiance en son équipe. Il lui a donné des éléments sur ses orientations et c'est à lui de laisser travailler son équipe, de ne pas être au milieu de l'équipe projet lorsqu'elle réfléchit pour justement ne pas brider sa créativité. Donc, confiance avant tout à l'équipe qui connaît le but à atteindre, les orientations du dirigeant. Deuxième réponse, non, pas figé, au contraire. C'est une méthode, et on pourra y revenir dans la formation, qui prévoit aussi des situations non conformes pour pouvoir s'adapter. Donc, c'est une méthode, et ces quelques minutes permis de l'évoquer sans entrer dans les détails, qui permet en permanence de s'adapter avec un certain nombre de mesures de précaution qui vont être déduites par l'équipe. Et puis, si jamais le plan doit être bouleversé, eh ben, ça tombe bien, parce qu'un plan, c'est fait pour être bouleversé. Il vaut mieux bouleverser à partir d'un plan que bouleverser à partir d'un plan, l'inconnu. Donc, c'est aussi ça l'idée de la méthode. Alors effectivement, l'un de nos camarades et qu'on connaît tous les deux, il s'appelle Dominique Le Cerf, que je salue et qui est en train de présenter une thèse universitaire dont la question à laquelle il répond, et elle est cocasse quand même, est particulièrement importante. Pourquoi le travail identitaire se présente comme un gage de performance de la reconversion des militaires? Et il te donne un esprit de synthèse pour te donner raison. Il dit, de toute façon, chez nous, chez les militaires, c'est l'esprit qui, au final, prime sur la lettre. Une autre intervention, celle-ci d'un certain Florian. Il dit, moi, je suis devenu patron, non pour donner des ordres, mais pour ne pas en recevoir. Comment tu réagis à cette interrogation? Je pense qu'effectivement, Florian ne souhaitait pas donner des ordres pour donner à la place d'eux et pour brider ses équipes, mais il voulait leur donner une orientation, une impulsion, un souffle, sans être trop lyrique. Et donc, effectivement, et même pour un militaire, on n'est pas sans errant en train de dire un ordre avec une limite gauche, une limite droite. On donne un esprit, une idée de manœuvre. Lorsque le chef dit « je veux » arriver à tel résultat, eh bien, je dirais les collaborateurs sont en mesure de remplir la mission. Le but de cette méthode, en fait, elle est le suivant, c'est permettre, dans le cas où le dirigeant sur le terrain était tué, suivant de prendre la relève parce qu'il connaissait le but à atteindre, l'esprit qu'avait envisagé le chef. Et donc, c'est une méthode qui permet la créativité et aussi l'autonomie des exécutants dans le cadre fixé par les résultats obtenus par la réflexion. Donc, non pas donner des ordres, mais une orientation, permettre l'initiative, justement, quand on va saisir l'opportunité sur le terrain. Alors, sur le terrain pour les militaires, mais aussi pour les commerciaux, etc. Une autre demande, on te demande d'intervenir sur quelle est la perception de l'autorité militaire versus civile, quid du pouvoir et de l'acte de décision. Est-ce que pour ces deux types de personnes, c'est similaire? C'est une notion de responsabilité. Le chef militaire est responsable, bien entendu, de la réussite de la mission et de la vie de ses hommes, mais le chef d'entreprise est responsable de la réussite de la mission, c'est-à-dire la survie économique dans la performance de l'entreprise. Et donc, pour moi, en fait, ils sont tous les deux, ces dirigeants, sous la même responsabilité. Il n'y a pas d'un côté le chef militaire, d'un côté le dirigeant. On voit bien la fulgurance du remplacement de certains dirigeants dans des grands groupes ou même dans des PME, parce que les comptes existent. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. C'est la responsabilité avant tout. Et après, c'est une question de personnalité pour exprimer sa manière je dirais, d'entraîner plutôt que de pousser et de faire ordonner à ses collaborateurs.
Alors la pandémie est très présente sur les commentaires et dans nos questionnements. Celle de Jean-Noël est la suivante comme question. À quel niveau impliquer les collaborateurs et les collaboratrices dans cette étape de co-construction après le Covid? Encore une fois, est-ce que c'est depuis le début jusqu'à la fin ou est-ce que le chef arrive déjà avec une idée préconçue et il va tâtonner auprès de ses collaborateurs pour en savoir l'intérêt et la faisabilité? Je dirais que donc c'est la question de comment associer les collaborateurs. Oui. D'abord, Oui. on associe l'équipe projet, mais pas que. Ce qui est intéressant dans ce que je parlais de ce rassemblement, c'est aussi de parler de ce qui a bien fonctionné pendant la phase pandémie et ce qui a moins bien fonctionné et laisser à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Et donc, il y a aussi une phase d'observation. Donc, la phase de reprise d'activité, il y a une phase d'observation qui intègre le retour d'expérience, qui est quelque chose d'important à mettre en place pendant la phase pandémie, je viens d'en parler. L'intérêt de mettre en place une phase de fin de pandémie, mais aussi pendant la phase de reprise, de lier un dialogue pour que les gens sur le terrain, et je parle jusqu'aux compagnons qui vont nettoyer dans les entrepôts, peuvent faire part de remarques légitimes sur l'adaptation des moyens, etc. Donc, il n'y a sûrement pas de barrière et l'exécutant le final, c'est peut-être le capteur le plus important et celui qui va être au contact de votre client et qui peut vous faire remonter les informations. Il ne faut pas hésiter à adapter, au contraire. Est-ce que quand le civil dit objectif, le militaire, lui, dit mission? Je pense que le militaire, il dit aussi objectif. Le but à atteindre, on en est parlé. La mission, ça dans l'entreprise, ce terme-là, il est induit dans la réflexion. Je n'opposerai pas les termes. Je n'opposerai pas non plus le management, même s'il est adapté en fonction des circonstances. On ne manage pas de la même manière lorsqu'une unité est engagée sous le feu ennemi que lorsqu'on est dans un bureau, c'est clair. Mais il y a quand même beaucoup de parallèles et beaucoup de choses à tirer de ces deux mondes, tant du monde de l'entreprise pour les militaires que l'inverse. Veux-tu revenir sur le je veux? Nous, les militaires, on aime bien l'effet majeur à obtenir. Le je veux ne consiste pas, on est bien d'accord, tu l'as dit un peu tout à l'heure, Claude, peut-être que tu peux accentuer ton propos. Ton je veux ne consiste pas à dire je veux reprendre mon activité. Ce je veux doit s'inscrire dans un espace-temps avec un contexte bien particulier, avec un effet majeur à obtenir compte tenu du contre quoi et avec qui. Voilà, donc le je veux, en fait, c'est l'étape qu'on va devoir atteindre, qui va être peut-être aux 2/3 quelques jours après la reprise ou quelques semaines, pour être sûr de remplir la mission globale qui aura été fixée par le dirigeant pour son équipe. Donc c'est vraiment, je dirais, une notion, c'est un peu comme si vous aviez une colline, vous poussiez une boule, vous êtes arrivé au sommet, et ben là vous êtes au sommet de l'effet majeur parce que vous savez que derrière, vous allez remplir la mission. Donc c'est une étape indispensable à atteindre sur laquelle vous allez être focalisé. Ce n'est pas le cœur essentiel, il n'y a pas que ça, je veux dire. C'est une étape indispensable qui va conditionner la réussite de la mission. Est-ce que la force de l'approche militaire n'est pas la formation permanente de ces troupes? Alors effectivement, les militaires forment beaucoup. Je sais aussi que de la formation continue dans les entreprises, et ces dernières semaines, il y a eu un gros effort de téléformation, est un élément essentiel pour être en mesure de progresser en permanence. Effectivement, l'effort formation est un effort qui est important, d'où l'intérêt, je pense, de la démarche du cabinet qui, pendant des semaines, vous a proposé ces webinaires sur les formations autour du management pour vous montrer un petit peu l'ensemble de l'offre, et surtout, ce qui est intéressant, vous montrer la pertinence de cet effort de formation. Voilà, Thierry, je pense qu'on va arriver au terme. Oui, encore une très belle question, en tout cas un très beau constat. On a quand même un peu la sensation que la reprise économique prime énormément sur le risque sanitaire qui n'est toujours pas résolu. Comment équilibrer dès lors la balance quand la direction appuie par trop sur les besoins économiques? Bien, je pense que dans l'équipe projet, il y a les ressources humaines qui sont là pour rappeler l'importance des obligations réglementaires de l'entreprise, qui est de protéger la santé de ses collaborateurs. Et donc, c'est le rôle, dans le cadre de cette équipe projet, du juriste ou du DRH, de rappeler que certes, la réalité économique s'impose, mais qu'il ne faut pas oublier de prévoir des stocks de pays pour faire face à une possible reprise de pandémie qui n'est pas écartée dans quelques semaines. Et le rôle de ces expertises.
Oui, et puis de toute façon, comme le souligne, je tiens à lui rendre hommage, Fadela, de nouveau, il reste le cadre légal. Alors, tu souhaitais qu'on prenne congé. Moi, je voudrais terminer sur cette impression. Après tout, on peut s'inspirer, nous les militaires aussi, des civils, grandement. Et le fameux Mark Zuckerberg écrivait, le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Dans un monde qui évolue très rapidement, la seule stratégie qui échoue et de ne pas prendre de risques. Voilà, Claude. D'autres questions que tu t'apprêteras à lire tout à l'heure et bien naturellement, il y aura un replay de ce webinaire. Voilà, et puis je vous souhaite bonne continuation. Prenez soin de vous, c'est pas terminé. Et puis je vous donne rendez-vous à la formation qui mettra en œuvre l'ensemble des concepts que j'ai déclinés. À bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci. Merci.